Ananda Coomaraswamy. La danse de Shiva. Chapitre 1er. L'apport de l'Inde au bonheur de l'humanité. Chaque race apporte sa contribution essentielle à la civilisation du monde, à mesure qu'elle-même s'exprime et se réalise. Le caractère qu'elle édifie en arrivant à la solution de ses problèmes propres, en passant par l'expérience de ses propres infortunes, est un don que chacune fait au monde. La contribution essentielle de l'Inde est donc simplement ce qu'elle a d'indien. Sa grande humiliation serait de substituer ou de laisser substituer à ce caractère propre, svabhava, entre parenthèses, un vernis cosmopolite, car c'est alors qu'elle se présenterait au monde les mains vides. Avant de se demander quel est le trait le plus distinctif de cet apport, faut-il encore bien comprendre qu'il ne saurait y avoir chez aucune race d'expérience absolument unique. Les particularités sont faites surtout d'accentuation et de sélection, non point de différence d'humanité spécifique. Si le monde est pour nous une famille de nations, nous saisirions mieux la position de l'Inde en la considérant comme l'aînée, qui ne possède plus, il est vrai, la virilité et l'esprit d'entreprise de la jeunesse, mais qui a subi maintes expériences et résolu maints problèmes que les races cadettes ont à peine envisagés encore. Le cœur, l'essence même de l'expérience indienne, réside dans l'intuition constante de l'unité de toute vie et dans la conviction instinctive et inébranlable que le bien le plus haut et la liberté suprême se trouvent dans la reconnaissance de cette unité. Tout ce que l'Inde peut offrir au monde procède de sa philosophie. Sans doute, cette philosophie n'est pas inconnue des autres. C'est également l'évangile de Jésus et de Blake, de Lao Tse et de Rumi. Mais nulle part ailleurs elle n'a servi de base essentielle à la sociologie et à l'éducation. Chaque race doit résoudre ses problèmes et ceux de son époque. Je ne veux point dire que les antiques solutions indiennes apportées aux problèmes particuliers de l'Inde, toutes nombreuses et inappréciables, que soient les leçons à en tirer, puissent directement s'appliquer aux conditions modernes. Ce que je veux dire, c'est que les hindous ont saisi plus vigoureusement que les autres le sens et l'objet fondamental de la vie, et plus délibérément que les autres organiser la société afin d'atteindre aux fruits de la vie. Et cette organisation a été conçue, non à l'avantage d'une seule classe, mais pour employer une formule moderne, en vue d'exiger de chacun selon ses capacités, et de donner à chacun selon ses besoins. Jusqu'à quel point les Ritchis ont-ils réussi? C'est affaire d'opinion. Nous ne devons pas juger de la société de l'Inde, surtout de la société indienne en ce moment actuel de décadence, comme si elle incarnait vraiment les idées sociales des brahmanes. Pourtant, même avec ses imperfections, la société hindoue, encore existante, semble à beaucoup surpasser toutes les formes d'organisation sociale réalisées en grand ailleurs, et rester infiniment supérieure à ce que nous désignons sous le nom de civilisation moderne. À supposer que cette opinion soit impossible à soutenir, et une majorité d'Européens et d'Indiens élevés à l'anglaise sont persuadés du contraire. Néanmoins, la caractéristique la plus frappante de la culture indienne est ce qu'elle a de plus important pour le monde moderne. C'est son effort constant pour comprendre le sens et le but suprême de la vie, ainsi que son organisation réfléchie de la société, en harmonie avec cet ordre et en vue d'atteindre ce but. L'idée brahmanique est une cité des dieux, indienne, comme le suggère Devangari, le nom de l'écriture sanskrite. La tâche constante de notre civilisation est d'édifier à nouveau cette cité, et bien que puissent varier les détails de nos plans et les lignes de notre édifice, il nous est possible d'apprendre des Indes à bâtir sur les fondements de la religion de l'éternité. C'est par la valeur qu'il attache à la philosophie que l'esprit indien diffère le plus de la moyenne des esprits de l'Europe moderne. En Europe et en Amérique,
L'étude de la philosophie est considérée comme une fin en soi, et par conséquent n'a que peu d'intérêt pour l'homme ordinaire. Dans les Indes, au contraire, la philosophie n'est pas traitée en premier lieu comme une gymnastique mentale, mais avec une profonde conviction religieuse, comme notre salut, moksha, entre parenthèses, nous tirant de l'ignorance, avidya, entre parenthèses, qui éternellement cache à nos yeux la vision de la réalité. La philosophie nous explique le plan de la vie, elle nous en expose le sens, elle nous donne les moyens d'arriver au terme fixé. Rien d'étonnant alors à ce que les Indiens en aient poursuivi l'étude avec l'enthousiasme, car ce sont là des sujets qui nous concernent tous. Il existe une différence fondamentale entre la conception brahmanique et la conception moderne de la politique. Pour le politicien moderne, l'idéalisme est sans valeur pratique. À son avis, il sera bien temps de s'occuper des infortunes sociales quand elles se présenteront. La même façon de voir se retrouve dans la médecine moderne, qui est plutôt curative que préventive, et s'efforce de défendre contre des conditions anormales, au lieu de changer le milieu. Le sociologue de l'Occident est enclin à considérer les enseignements de la religion et de la philosophie, vrais ou faux, comme dépourvus d'intérêt pour le réformateur pratique. Pour les brahmanes, au contraire, toute activité qui ne se dirigeait point selon une théorie logique du sens et de l'objet de la vie n'avait aucune valeur pratique. Une seule chose nous permet d'excuser chez l'individu européen l'indifférence à l'égard de la philosophie. La lutte pour l'existence ne lui laisse pas le temps de réfléchir. La philosophie ne peut être connue que d'hommes à la fois désintéressés et libres de soucis. Les Européens ne sont pas libres, en ce sens, quelle que soit leur situation politique. Là où domine l'industrialisme moderne, le brahman, le kshatriya et le shudra sont également exploités par le vaishya. Note de bas de page. Brahman, kshatriya, vaishya et shudra sont les 4 types élémentaires de la sociologie brahmanique. Philosophes et éducateurs, administrateurs et soldats, commerçants et pasteurs, artisans et lâcherons. Retour au texte. Sont également exploités par le vaishya. Et quand le commerce s'introduit partout, la question de subsistance engendre forcément une perpétuelle inquiétude. La victime de l'industrie doit restreindre ses pensées à la nourriture du lendemain, pour soi et sa famille. La seule volonté de vie passe avant la volonté de puissance. Si en même temps tous les hommes se trouvent avoir une voix égale dans les conseils de la nation, la voix de ceux qui pensent est étouffée par la voix de ceux qui ne pensent pas et n'ont pas de loisirs. Ainsi, toutes les classes sont de même à la merci d'une exploitation individuelle sans scrupule, car l'effort politique, qui manque de base philosophique, devient purement et simplement opportuniste. Le problème de l'Europe moderne est donc de découvrir son aristocratie et d'apprendre à obéir à la volonté de cette aristocratie. C'est justement ce problème que l'Inde a résolu pour elle-même et par ses propres méthodes. La philosophie de l'Inde est essentiellement l'œuvre des 2 classes supérieures de la société, les brahmanes et les kshatriyas, redevables à ceux-ci, pour la plus grande part, de sa marche en avant. Elle a été élaborée, mise en système, présentée sous forme mythique et appliquée par ceux-là. Les brahmanes possédaient non seulement le génie de l'organisation, mais aussi le pouvoir d'imposer leur volonté, car, quelle que soit leur faiblesse individuelle, les brahmanes, en tant que classe, ont toujours été révérés par le reste des hindous, qui les regardent encore avec l'affection et l'estime la plus haute. Le secret de leur pouvoir est multiple, mais il réside surtout dans la nature du dharma, qui leur est assigné. L'étude, l'enseignement et le renoncement. Des bouddhistes, je ne parlerai qu'en passant, car ils n'ont jamais directement essayé d'organiser la société humaine, étant d'avis qu'il vaut mieux pour le sage abandonner le sombre état de la vie dans le monde pour suivre l'état lumineux de mendiant
que s'occuper de sciences politiques. La doctrine bouddhique est une médecine uniquement destinée à sauver l'individu, non pas des flammes d'un enfer à venir, mais du feu présent de sa propre soif. Elle tient pour reconnu que d'échapper à l'éternel retour est non seulement le bien suprême, mais encore tout l'objet de la vie. Celui-là est le plus sage qui se consacre immédiatement à cette fin. Celui-là, c'est le mieux aimé qui se consacre à éclairer les autres. Le bouddhisme a eu néanmoins dans l'Inde des effets profonds et durables sur l'art de gouverner, car de même que les philosophes brahmaniques, les ascètes bouddhiques conseillaient et guidaient leurs royaux protecteurs. Le sentiment de bienveillance, metteyya, entre parenthèses, en agissant sur le caractère individuel, a influé sur les théories sociales. Il est difficile en général de séparer ce qui est bouddhique de ce qui est indien. Cependant, nous pouvons prendre le gouvernement du grand empereur bouddhique, Ashoka, comme exemple de l'action exercée par l'enseignement bouddhique sur le caractère et la conduite des affaires. Les fameux édits de l'empereur Ashoka illustrent admirablement la vérité, peu reconnue, que depuis les temps anciens en Orient, le gouvernement national est basé sur la bonté et a pour but d'assurer le bien-être et le bonheur du peuple. Un des édits les plus significatifs traite de la vraie conquête. Avant d'accepter le dharma bouddhique, Ashoka avait conquis le royaume voisin des Kalinga et a ajouté ce territoire à ses États, mais proclame l'édit, Sa Majesté éprouve maintenant des remords d'avoir conquis les Kalingas, parce que la conquête d'un pays, jusque-là non conquis, entraîne le massacre, la mort et la captivité du peuple. C'est un sujet de chagrin et de regret profond pour Sa Majesté sacrée. Sa Majesté sacrée désire que tous les êtres animés aient sécurité, maîtrise de soi, paix de l'âme et joie. Mes fils et mes petits-fils à venir ne devront pas regarder comme leur devoir de faire de nouvelles conquêtes. Si d'aventure ils se trouvent engagés dans une conquête par les armes, ils devront se complaire à la patience et à la douceur, et regarder comme seule vraie conquête la conquête remportée par la piété. Celle-là sert à la fois dans ce monde et dans l'autre. Dans un autre édit, sa gracieuse et sacrée majesté, le roi, rend hommage aux hommes de toute secte, ascètes ou chefs de famille. Ailleurs, il annonce la fondation d'hôpitaux et la nomination de fonctionnaires, pour examiner les cas où un homme à une nombreuse famille a été frappé de calamité ou est avancé en âge. Il ordonne de ne pas tuer les animaux pour sa table. Il commande de planter, le long des grandes routes, des arbres donnant des fruits et de l'ombrage. Et il exhorte les hommes à s'efforcer de tout leur cœur. Et il cite la parole bouddhique, ouvrez les guillemets. Tous les hommes sont mes enfants. Fermez les guillemets. Les annales de l'Inde, et surtout celles de Ceylan, peuvent nous montrer d'autres rois bouddhistes du même caractère. Mais on voit par là que si l'influence de l'enseignement bouddhique a des conséquences d'une grande portée, c'est surtout grâce à un despotisme bienveillant, et que l'ordre moral établi par un monarque sage peut être détruit par ses successeurs. Le bouddhisme n'a jamais, que je sache, essayé de formuler une constitution ni d'organiser l'ordre social. Or, c'est justement ce que les brahmanes ont tenté, de diverses façons et accompli en grande partie, et l'application qu'ils ont faite de la philosophie religieuse aux problèmes de la sociologie est le sujet que nous avons à discuter ici. La solution kshatriya brahmane des ultimes problèmes de la vie est donnée dans les premiers Upanishads. C'est une forme de monisme absolu, selon Shankaracharya, ou modifié selon Ramanuja. Enthousiastes de la doctrine de l'unité ou indépendance de toute vie, les utopistes brahmanes se disposèrent à fonder sur cette base un ordre social. Dans les grandes épopées, ils représentèrent l'ordre social désiré comme ayant existé réellement en un âge d'or,
et ils mirent dans la bouche de leur héros épique non seulement leur philosophie même, mais la théorie de son application pratique, cette dernière surtout dans les longs discours de Bhishma mourant. Ces héros devinrent des types idéaux destinés à servir de guide aux générations suivantes, car c'est par le culte des héros que s'est faite sciemment l'éducation de l'Inde. Dans le Dharma Shastra de Manu et l'Arthu Shastra de Ganakya, documents sociologiques les plus remarquables peut-être que possède le monde, il présente le tableau de la société idéale définie du point de vue de la loi. Par ces moyens et d'autres encore, ils ont accompli ce qui n'a été réalisé en nul autre pays, en faisant de la philosophie religieuse la base essentielle et intelligible de la culture populaire du gouvernement national. Quelle est donc la conception brahmanique de la vie? Il faudrait trop de temps pour répondre à cette question, pour expliquer la science du moi, qui est la religion et la philosophie de l'Inde. Nous avons déjà indiqué que cette science reconnaît l'unité de toute vie, une seule source, une seule essence, un seul but, et regarde la réalisation de cette unité comme la félicité, le salut, la liberté, le bien suprême, l'objet final de la vie. Pour les penseurs hindous, ceci est la vie éternelle, non l'éternité dans le temps, mais la reconnaissance ici-bas et à présent de toute chose dans le moi et du moi dans tout. Ouvrez les guillemets. J'entretiens dans mon cœur par-dessus tout. Fermez les guillemets, dit Kabir, qui peut être regardé comme parlant au nom de l'Inde. Cet amour qui me fait vivre dans une vie sans limite en ce monde. Fermez les guillemets. L'unité inséparable du monde matériel et du monde spirituel fait le fondement de la culture indienne et détermine le caractère de son idéal social. Comment donc les brahmanes ont-ils pu admettre la diversité pratique de la vie? Comment ont-ils pu tenir compte des motifs égoïstes par lesquels sont guidés la majorité des individus? Comment ont-ils traité le problème du mal? Ils avaient découvert la religion de l'éternité, Nirguna Vidya, mais que devient la religion du temps, Saguna Vidya? Le point critique pour une sociologie religieuse est celui où l'idéaliste d'âge mûr, les âmes sont idéalistes dans leur vieillesse, les jeunes sont à courte vue, doit se montrer capable de se rappeler sa jeunesse et de tenir compte de ses intérêts et de son activité au temps de son immaturité spirituelle. Échouer, c'est exclure l'Église de la vie journalière et créer la distinction nuisible du sacré et du profane. Réussir, c'est éclairer la vie quotidienne de la lumière céleste. On peut considérer la vie ou les vies de l'homme comme formant une courbe, un arc d'expérience dans le temps, sous-tendu par la durée de la volonté de vie individuelle. Le mouvement ascendant de cette courbe, l'évolution, la voie de la poursuite, Pravriti Marga, entre parenthèses, est caractérisé par l'affirmation du moi, le mouvement retombant, l'involution, la voie du retour, Nivriti Marga, entre parenthèses, par la réalisation toujours croissante du moi. Note de bas de page. Selon la convention habituelle des indianistes, le moi qui représente l'ego s'imprime en minuscule, tandis que le moi supérieur, la nature divine, s'indique par une majuscule. La liberté spirituelle, la vraie fin, c'est le moi libéré du concept de l'ego. Retour au texte. La religion des hommes qui sont sur la voie ascendante est la religion du temps. Celle des hommes qui reviennent est la religion de l'éternité. Si nous considérons la vie comme un seul tout, certainement la réalisation du moi doit en être dès le commencement le but essentiel. Oublier n'est pour nous que le moyen d'arriver à un souvenir plus intense, mais bien qu'il soit vrai que, chez la plupart des hommes, les deux faces se mêlent et se pénètrent, nous comprendrons mieux l'âme de l'homme, tiraillée dans les deux directions opposées,
ou paraissant telles de l'affirmation et de la négation, de la volonté et de l'abandon de la volonté, si nous examinons séparément les deux tendances de montée et de retour. Les brahmanes évitent l'emploi théologique des termes bien et mal et préfèrent parler de connaissance et d'ignorance, vidya et avidya, et des trois qualités de sattva, rajas et tamas. À mesure que s'accroît la connaissance, l'homme, spontanément et non par sentiment du devoir, tendra au retour, et son caractère et ses actions deviendront plus purement sattviques. Mais nous ne sommes pas tenus pour cela de traiter de péché l'affirmation du moi par les ignorants, car la réalisation du moi pourrait-elle exister, ou l'affirmation du moi n'aurait jamais été? Ce n'est donc pas là péché, mais jeunesse, et la guérison ne consiste pas à défendre à la jeunesse d'étancher sa soif. Au contraire, et nous le comprenons plus clairement chaque jour, les désirs refoulés engendrent la pestilence. Aussi, les brahmanes, malgré la règle austère qu'ils s'imposaient, professaient-ils qu'une société humaine idéale doit pouvoir fournir la jouissance de tous les plaisirs à ceux qui les souhaitent. Ils disaient peut-être que ceux qui se sont élevés au-dessus de la simple satisfaction des sens et qui ont dépassé la vie du plaisir, tout raffinés qu'ils soient, sont justement ceux-mêmes qui y ont pleinement goûté. Pour des raisons de ce genre, l'acquisition des richesses, artha, entre parenthèses, et la satisfaction des plaisirs sensuels, kama, entre parenthèses, à condition d'être soumise à une loi, dharma, entre parenthèses, note de bas de page. Dharma est cette moralité qui protège un ordre social donné. C'est par le dharma que se maintient la civilisation. Matsya Purana 155, 17. Dharma peut aussi se traduire normes sociales, loi morale, vocation, fonction, ordre, devoir, justice ou religion, surtout sous ses aspects ésotériques. Retour au texte. Protégeant les faibles contre les forts étaient considérées comme les préoccupations légitimes de ceux qui suivent la voie montante. C'est le stade atteint par la société occidentale moderne, dont la règle est la concurrence, modérée par des restrictions éthiques. Au-delà, nulle société ne peut progresser à moins d'être soumise à la volonté créatrice de ceux qui ont dépassé le stade de l'extrême égoïsme, que nous les appelions héros, gardiens, brahmanes, samouraïs ou simplement hommes de génie. Le puritanisme consiste en un désir d'imposer à la jeunesse l'ascétisme naturel à l'âge avancé, désir fondé en grande partie sur des théories insoutenables d'une éthique absolue et d'une seule théologie vraie. L'extrême opposé est représenté par la société industrielle, qui accepte le principe de la concurrence et de l'affirmation du moi comme chose toute naturelle, tandis qu'elle nie la valeur de la philosophie et de la discipline. La sociologie brahmane a évité ces erreurs grâce à sa base philosophique en adoptant la théorie du svadharma, ou moralité propre, entre parenthèses, convenant à l'individu selon son rang social et individuel, et la doctrine des formes multiples d'Ishvara, si grossièrement interprétée par les missionnaires comme polythéistes. Les brahmanes, malgré l'importance qu'ils attachaient à la réalisation du moi comme fin de la vie, bien suprême, voyaient très nettement qu'il serait illogique de l'imposer sur le champ à ces membres de la société qui ne sont pas encore là de l'affirmation du moi. C'est évidemment par cette tolérance compréhensive que la sociologie brahmane a surpassé les autres systèmes. Il nous faut ici faire une brève digression au sujet de la doctrine de la réincarnation, qui est liée à la théorie du perpétuel retour. Cette doctrine, acceptée par les sociologues brahmanes, sert de base à leur édifice. Aussi, devons-nous en comprendre clairement les applications. Il ne faut pas traiter a priori la réincarnation de superstition,
qui, si elle pouvait être réfutée de façon définitive, et le si n'est pas négligeable, n'aurait comme théorie aucune valeur pratique. Les atomes, les électrons, ne sont que des symboles et ne représentent pas nécessairement des objets tangibles comme des billes, et que nous pourrions voir si nous avions des microscopes assez forts. La valeur pratique d'une théorie dépend non de son caractère représentatif, mais de son aptitude à résumer les observations passées et à prévoir les événements futurs. La doctrine de la réincarnation correspond à un fait que tout le monde a dû remarquer: l'âge divers des âmes d'hommes, sans rapport avec l'âge des corps qui se comptent par année. Ouvrez les guillemets. Un homme n'est pas un vieillard parce qu'il a la tête grise. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Dhammapada 260. Fermez la parenthèse. Quelquefois, une vieille tête se trouve sur de jeunes épaules. Certains hommes restent impulsifs, irresponsables, sans empire sur eux-mêmes, et affirment leur moi jusqu'à leur dernier jour. D'autres, au contraire, dès leur jeunesse sont maîtres d'eux, sérieux, pleins de talent et de bienveillance. En tout cas, nous devons voir, dans la réincarnation, la représentation artistique ou mythique de ces faits. Les brahmanes y attachent avec raison une grande importance, car cette diversité de tempérament ou d'hérédité constitue l'inégalité naturelle des hommes, inégalité trop souvent négligée dans les théories de la démocratie en Occident. Examinons maintenant d'un peu plus près la théorie brahmanique. Un de ses facteurs essentiels est le dogme de la marche rythmique du monde. Ce rythme est déterminé par la grande antithèse du sujet et de l'objet, du moi et du non-moi, de la volonté et de la matière, de l'unité et de la diversité, de l'amour et de la haine, et de tous les autres couples, entre guillemets. L'action et la réaction réciproque de ces contraires constituent l'ensemble enregistrable de toute cette existence de sensations, l'éternel devenir, samsara entre parenthèses, caractérisé par la naissance et la mort, l'évolution et l'involution, la descente et la montée, shrishti et samsara. Toute vie individuelle, minérale, végétale, animale, être humain ou Dieu personnel, a un commencement et une fin, et cette création et destruction, cette apparition et disparition, appartiennent à l'essence de la marche du monde, et ont leur origine à la fois dans le passé, le présent et l'avenir. Ainsi, d'après cette conception, chaque ego individuel, Jivatman, entre parenthèses, ou expression séparée de la volonté de vie générale, doit être considéré comme ayant atteint un certain stade de son cycle. Ceci est également vrai de la vie collective d'une nation, d'une planète ou d'un système cosmique. En outre, le point culminant de la courbe est considéré comme atteint chez l'homme, d'où l'immense valeur, attachée par les hindous et les bouddhistes, à la naissance sous forme humaine. Avant d'atteindre ce point, c'est l'homme naturel, pour employer le langage de la théologie chrétienne, qui l'emporte. Après l'avoir passé, c'est l'homme régénéré. Ce point culminant ne doit pas être regardé comme atteint soudainement, car les deux états s'entrepénètrent, et le changement du centre de gravité psychologique peut occuper une succession de vies, ou si l'événement semble soudain, il ne l'est que dans le sens où la chute d'un fruit mûr paraît soudaine. Suivant leur position sur la grande courbe, c'est-à-dire suivant leur âge spirituel, les hommes peuvent se diviser en trois types dominants. D'abord, la foule de ceux qui sont préoccupés de la pensée du moi et du mien, qui n'ont d'autre objectif que l'affirmation de l'ego, mais qui sont retenus d'un côté par la crainte du talion et du châtiment légal ou posthume, de l'autre par l'éveil du sentiment d'amour et de la famille, et d'amour de la patrie. Ceux-ci, dans leur ensemble, sont les dévorants, entre guillemets, de Blake, les esclaves, entre guillemets, de Nietzsche.
Ensuite vient le nombre moindre, mais considérable encore, des hommes vertueux, dont la conduite est largement déterminée par le sentiment du devoir, mais dont la vie intérieure est toujours le champ de bataille du vieil homme et du nouveau. Les êtres de ce type sont poussés par l'amour du pouvoir et de la renommée, et par une ambition plus ou moins noble, mais aussi par l'amour généreux de l'humanité. Le type est rarement panhumain, son point de vue est à la fois étroit et désintéressé. Aux époques de grande crise, ces hommes relèvent leur vraie nature, et s'ils ont progressé plus ou moins qu'ils ne le paraissent, mais tout ceci ne faisant que goûter à la liberté, doivent encore être guidés par des règles. Enfin viennent en nombre, beaucoup plus restreints, les grands hommes, héros, sauveurs, saints, avatars, qui ont définitivement passé la période de crise et ont atteint la paix, ou du moins ont atteint la vision occasionnelle et indéniable de la vie comme un tout. Ce sont les prolifiques, entre guillemets, de Blake, les maîtres, entre guillemets, de Nietzsche, les vrais brahmanes de leur propre chef, et ils participent de la nature du surhomme et du bodhisattva. Leur activité est déterminée par leur amour et leur sagesse, et non par des règles, dans le monde, mais sans lui appartenir. Ils sont la fleur de l'humanité, nos guides et nos éclaireurs. Ces classes constituent la hiérarchie naturelle de la société humaine. Les sociologues brahmanes avaient la conviction absolue que dans une société idéale, c'est-à-dire organisée socialement par l'homme pour l'accomplissement de son objet, non seulement chacun peut trouver l'expérience que requiert son rang spirituel, mais aussi les meilleurs et les plus sages doivent gouverner. Il leur semblait impossible qu'une société idéale eût une base qui ne fût pas aristocratique, l'aristocratie étant à la fois intellectuelle et spirituelle. Fermement convaincu de l'hérédité de sang et de culture, il concevait la constitution d'une société idéale sur la base déjà existante de la caste professionnelle. Si, pensait-il, nous pouvons déterminer les classes naturelles, alors assignons à chacune ses devoirs appropriés, sa norme propre et son honneur approprié, ce qui facilitera une division commode du travail nécessaire, assurera la transmission du talent héréditaire de maître à élève, évitera toute possibilité d'ambition sociale et offrira à chaque individu l'expérience dont il a besoin et l'activité qu'il doit à la société. Il croyait que, par une loi naturelle, l'ego individuel naît toujours ou presque toujours dans le milieu qui lui convient. Il se trompait sur ce point. C'est à d'autres à découvrir quel meilleur moyen d'accomplir les mêmes fins. Je ne dis pas que ce soit impossible, mais il est difficile de nier que le système des castes des brahmanes est approché plus que tout autre d'une société ne cherchant pas à réaliser l'égalité dans la concurrence et regardant tous les intérêts comme identiques. À qui admet la diversité d'âge des âmes humaines, ceci doit paraître le seul vrai communisme. Il faudrait un volume pour décrire le système des castes dans sa théorie et dans sa pratique, mais nous pouvons du moins en noter quelques caractéristiques. Le genre de différence qui existe entre un brahman et un shudra est indiqué par la croyance qu'un shudra ne peut mal agir, ce qui doit mettre une terrible épreuve la patience des castes supérieures. C'est l'exact opposé de l'idée occidentale selon laquelle le roi ne peut jamais mal faire. Nous en voyons un exemple dans la doctrine du châtiment légal. Le châtiment pour le Vaishya est 2 fois plus dur que pour le Shudra. Pour le Kshatriya, 2 fois plus dur encore. Et pour le Brahman, 2 ou 4 fois plus. Le délit étant le même, car la responsabilité grandit avec l'intelligence et le rang. Le Shudra est presque entièrement dispensé des innombrables formes de renoncement imposées au Brahman. Il peut se permettre des aliments grossiers, sa veuve peut se remarier. Notons que le nombre des Shudras ne devait sous aucun prétexte dépasser celui des autres castes. Si les Shudras étaient en excès, comme il est arrivé dans la Grèce antique,
où la masse des esclaves dépassait celle des hommes libres, il pourrait se faire que la voix des moins sages l'emportât par le nombre seul. L'artisan mo- L'artisan moderne, préoccupé par la réglementation du travail mécanique, apprendra avec intérêt que l'installation et l'exploitation des grandes machines et manufactures par des individus étaient traitées de péchés graves, les vastes organisations ne devant exister que dans l'intérêt public. Les classes naturelles, une fois admises, nous trouverons un des meilleurs éléments de ce que l'on appelle à présent démocratie dans le droit qu'avait chacune de se gouverner elle-même. Ainsi, un homme était assuré d'être jugé par ses pairs, tandis que dans la démocratie industrielle, un artiste peut être jugé par un jury de commerçants et un braconnier par des propriétaires. À l'intérieur de la caste, tous avaient des chances égales, et la caste, en tant que groupe, avait des responsabilités et des privilèges collectifs. Cette société organisée ressemble fort à ce qu'on appellerait maintenant syndicalisme. Dans une société juste et saine, la fonction devrait dépendre des capacités, et chez l'individu normal, la capacité et l'inclination sont inséparables. Ouvrez la parenthèse, c'est l'instinct de travail. Fermez la parenthèse. Nous pouvons donc reconnaître dans la théologie syndicaliste, comme dans l'organisation des castes de l'Inde, une combinaison presque idéale du plaisir et du devoir, de la contrainte et de la liberté. Et les mots vocation ou dharma impliquent cette identité même. L'individualisme et le socialisme sont unis dans le concept de fonction. L'application de la théorie brahmanique aux problèmes éducatifs est également d'une très grande portée. La lecture, dit le Garuda Purana, est pour un homme dépourvu de sagesse comme un miroir pour des aveugles. Les brahmanes n'attachaient aucune valeur à des connaissances décousues et à des opinions qui n'étaient point acquises personnellement. Ils les regardaient même comme des outils dangereux entre les mains d'ouvriers maladroits. Ils insistaient sur le développement du caractère, le talent dont l'aptitude héréditaire était assurée par la succession de maître à élève au sein de la caste. Mais c'est à l'égard de ce que nous entendons en général par des instructions supérieures que la méthode brahmanique s'écarte le plus de l'idéal moderne, car elle n'envisage même pas comme désirable la possibilité de rendre tout savoir accessible à tous. La clé de l'éducation se trouve dans la personnalité. Il ne doit point exister de maître pour qui l'enseignement ne soit pas une vocation. Nul ne peut vendre les Védas, et nul maître ne doit communiquer sa science à un élève avant d'être sûr que l'élève est prêt à le recevoir, c'est-à-dire avant que l'élève ait posé la question convenable. Comme l'homme qui creuse avec une bêche pour avoir de l'eau, ainsi un élève obéissant obtient le savoir qui est en son maître. La position respective de l'homme et de la femme est aussi fort intéressante. Peut-être la femme est-elle en général une âme plus jeune, et selon l'expression de Paraclès, plus près du monde que l'homme. Mais il ne s'agit point de discuter sur l'infériorité ou la supériorité de l'un ou de l'autre, car la question de l'égalité dans la concurrence ne se présente pas. Le mariage ne propose pas l'égalité, mais l'identité. Note de bas de page. Manu 9, 45. Ouvrez les guillemets. L'homme n'est point seulement l'homme, il est l'homme et la femme, et la progéniture. Les sages ont déclaré que l'époux et l'épouse sont même chose. Fermez les guillemets. Retour au texte. Le motif premier du mariage n'est pas de satisfaire l'individu, mais d'arriver au Purushashtra, au but de la vie. Et l'on parle de la femme comme de Sadha Dharma Charini, celle qui coopère avec l'accomplissement des devoirs sociaux et religieux. De même, le système de caste est fait pour unir l'ensemble des communautés, non pour la diviser. Les hommes de castes différentes ont plus de choses en commun que les hommes de classes différentes. C'est dans la démocratie industrielle,
et là où prévaut un système séculier d'éducation, que des groupes d'hommes sont effectivement séparés. En Occident, un professeur et un terrassier se comprennent 2 fois moins qu'un brahman et un shudra. On a fait remarquer justement que le plus vil paria en mariage de la société hindoue est en un sens le disciple de l'idéal brahmanique, autant que n'importe lequel de ses prêtres. Appliquons maintenant ce qui vient d'être dit aux problèmes modernes. J'ai fait entendre que l'Inde n'a rien de plus précieux à offrir au monde que sa philosophie religieuse et sa foi en l'application de la philosophie aux problèmes sociaux. Il est bon d'ajouter quelques mots sur la crise actuelle. Note de bas de page. Je ne parle pas de la guerre, mais de la civilisation à la croisée des chemins. Retour au texte. Et la parenté de l'Orient et de l'Occident. Comprenons bien d'abord que l'Inde nous montre une société coopérative à l'état de décadence. La société occidentale n'a jamais été aussi supérieurement organisée, mais son organisation, quelle qu'elle soit, est en voie de désintégration, beaucoup plus avancée relativement que celle de l'Inde. Il est possible que l'Europe, ayant sombré la première dans la concurrence industrielle, soit aussi la première à en surgir. Depuis longtemps, les germes d'une future coopération sont semés, et nous pouvons percevoir un effort conscient et peut-être inconscient vers la reconstitution. En attendant, la décadence de l'Asie se poursuit et provient en partie d'une nécessité intérieure, parce qu'en ce moment le changement social de la coopération à la concurrence est regardé comme un progrès et semble promettre la possibilité de reconquérir le pouvoir politique, en partie de ce qu'il résulte de l'exploitation destructrice de l'industrialisme. Même ces penseurs européens, que l'on peut appeler les prophètes de l'âge nouveau, se contentent de songer au seul développement de l'Europe. Or, il faut se rendre compte que le monde moderne n'est plus l'ancien monde aux lentes communications. Ce qui se fait dans l'Inde ou au Japon a sa répercussion immédiate en Europe et en Amérique. Dire que l'Occident est l'Occident et l'Orient est l'Orient, c'est tout simplement imiter l'autruche et se cacher la tête dans le sable. Il sera tout à fait impossible d'établir un ordre social supérieur en Occident, tant que l'Orient restera enjoué de cette théorie du laisser-faire, d'où la nouveauté le séduit. La déchéance rapide de l'Asie est donc le funeste augure pour l'avenir de l'humanité et pour celui de cet idéalisme social de l'Occident, dont les débuts sont déjà perceptibles. Si la pensée constitutrice européenne, soit par ignorance, soit par mépris de l'Asie, omet de rechercher la coopération des philosophes orientaux, il viendra un moment où l'Europe ne pourra plus combattre l'industrialisme parce que cet ennemi se sera retranché en Asie. Il ne suffit pas pour les colonies anglaises et pour l'Amérique de se protéger par des lois sur l'immigration contre le travail asiatique à bon marché. Ce n'est là qu'une mesure temporaire et qui fera probablement plus de mal que de bien, injustice mise à part. Et il sera également impossible de réaliser l'idéal nationaliste européen, le droit de chaque nation à se choisir sa forme de gouvernement et à vivre sa vie propre, tant que les nations européennes auront ou désireront avoir des possessions en Asie. Ce qu'il faudrait assurer, c'est la coopération de l'Orient et de l'Occident, pour des buts communs, non pas pour la sujétion de l'un à l'autre, ni leur éloignement perpétuel. Car si jamais l'Asie n'est pas avec l'Europe, elle sera contre elle, et un conflit terrible, économique et même armé pourra se lever entre une Europe idéaliste et une Asie devenue matérialiste. En d'autres termes, disons que l'on ne se rend pas compte pleinement de la dette contractée par l'Europe envers la pensée asiatique, car la découverte de l'Asie est à peine commencée. En outre, l'Europe a infligé des maux terribles à l'Asie dans les temps modernes. Note de bas de page.
Par exemple, ce qu'ont fait sans la moindre mauvaise intention les Anglais dans l'Inde, en créant inconsciemment une confusion sociale, parce qu'ils ne pouvaient comprendre ce qu'ils voyaient, et qu'ils essayaient de faire entrer un édifice coopératif dans les catégories de la doctrine politique moderne. Retour au texte. Je ne prétends point que le virus de la civilisation ne serait pas répandu en Asie en dehors de tout effort direct des Européens pour arriver à ce résultat. Loin de là. Mais on ne peut nier que ceux qui ont été les instruments inconscients de la déchéance de la société asiatique, tombés de la base du dharma à celle du constat, n'aient encouru une lourde dette. L'atmosphère limpide de l'Asie n'est pas seulement un rêve du passé. L'Inde moderne possède des idéalistes, même par ceux qui ont été corrompus par un demi-siècle de sordide éducation. Nous ne sommes pas tous abusés par l'illusion du progrès, mais comme quelques-uns de nos collègues d'Europe, nous désirons la venue de meilleures conditions de vie, quand le monde entier réapprendra que l'objet de la vie humaine n'est pas de la gaspiller en inquiétude et en course fiévreuse après des objets et des arguments matériels, mais de l'employer à développer les facultés intellectuelles, morales et spirituelles latentes chez l'homme. L'Europe ne pourra donc mieux payer sa dette, et d'une façon plus avantageuse pour elle-même, qu'en cherchant à coopérer avec l'Asie dans toutes les aventures de l'esprit où elle voudra se lancer. Il est vrai qu'ainsi elle aura la plus pénible obligation de renoncer à l'antique croyance attribuant à l'Occident la mission de civiliser l'Orient. Mais cette conception quelque peu teutonique est impériale de culture et déjà discréditée. Ce qu'il faut pour la commune civilisation du monde, c'est reconnaître des problèmes communs, c'est coopérer à leur solution. Si l'on demande quelle richesse intime l'Inde apporte pour aider à la réalisation d'une civilisation mondiale, alors du point de vue indien, la réponse se doit trouver dans ses religions et sa philosophie, et dans l'application faite constamment par elle de la théorie abstraite à la pratique de la vie.